Rien qui ne doive être façonné par lui, dit Herder, de l'humanité jusqu'à la nature, parenthèse, jusqu'à Dieu. Et la dernière phrase dont on a beaucoup discuté, de ce texte nous rend responsables, j'avais entendu beaucoup de fois cette phrase, des rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement. Et ma première question est la suivante. Zalek Nassi dit, après 30 ans, qu'à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que Blanchot reproche à ma lecture de ce texte? Si j'ai bien compris, j'avais dit que, alors il m'a dit que, écoutez, Zalek Nassi, vous parlez de désœuvrement comme s'il n'y avait pas d'œuvre, mais quand même, le désœuvrement présuppose l'œuvre. Vous me permettez de... Mes questions sont brutales pour donner la possibilité à Zalek Nassi de réagir et d'une manière immédiate. Personnellement, je crois que cette phrase, la dernière phrase, entre œuvre, toujours espérée, menacée, entre œuvre et ce que nous appelons désœuvrement, je crois que, au contraire de ce qu'il a dit, Zalek Nassi, que pour Blanchot, nous sommes dans un monde où les œuvres existent. Il y a des œuvres faites, des institutions faites, le capitalisme fait, la démocratie faite avec sa politique. Et nous agissons en faisant quoi? En faisant quoi? C'est ça le problème. Nous sommes entre l'œuvre à faire, moi je dis à faire, et l'œuvre faite, ce que nous appelons œuvre faite, je dirais, Vangelis Bichori dit faite, et ce que nous appelons désœuvrement. Ça veut dire, moi, Blanchot, qui se mêle au peuple de mai 68 parce qu'il parle de cela, dans la deuxième partie. Moi, je dois faire une œuvre? Non, je fais une œuvre. Je mets à l'œuvre l'aide de désœuvrement de l'œuvre. Moi, j'ai l'impression que, pour lui, le peuple de 68, de mai 68, est un peuple inerte, immobile. Il ne se limite pas par son œuvre et il commence, non, il est en puissance, il est un homme en puissance en faisant pas une œuvre, mais les désœuvrements, pour le dire de manière plus brutale. Qu'est-ce que nous devons faire, mai 68, dans la rue? Sultan Kabel dit, nous devons devenir des hommes en puissance. Nous ne dépassons pas le stade de la puissance, du pouvoir, et nous n'allons pas à l'agir. Pour moi, désœuvrement, c'est difficile c'est le ergon. Et désœuvrement, on pourrait dire aéria. Et la grève, c'est la Grèce apergia. C'est c'est ap. Il existe un mot. Apergon, pas aergon, apergon. Alors, ma question est-ce que vous croyez que Blanchot dit que moi, je suis un fervent défenseur de faire le désœuvrement à partir d'une œuvre faite, ou bien, ce que je prétends moi? Non, je suis entouré des œuvres faites, des institutions, des communautés instituées, et je voudrais une communauté, s'il veut, une communauté désœuvrée. C'est ce que vous dites vous-même. Ça veut dire, or, la communauté en général, non seulement selon ses auteurs, Nassi et Blanchot, mais aussi pour Bataille, se situe du côté du désœuvrement, loin de l'œuvre. Blanchot, communauté inavouable, page 24, à la différence de la cellule sociale, elle s'interdit, la communauté, de faire œuvre.
et n'a pour fin aucune valeur de production. Selon moi, chez Blanchot, chez Bataille, chez Nancy, ce qui est à l'œuvre est, phrase de Blanchot, le travail désœuvré de l'œuvre. Cette phrase donne raison à Jean Nancy. Ce qui est à l'œuvre est le travail désœuvré de l'œuvre. Il y a une œuvre, c'est ça la question, vous avez compris, je crois. Je passe plus vite, et je passe après ce... Le travail désœuvré de l'œuvre, pardon, c'est une phrase de Blanchot. C'est une phrase de Blanchot. C'est une phrase de Blanchot qui vous convient très bien, page 42. Et je voudrais parler de quoi? Du non-agir et de rien faire. Pour être plus précis, et mon hypothèse de travail, c'est quoi? Ce qui est en jeu, c'est les termes aristotéliciens de dynamisme et énergia et de la puissance et l'action. Et je crois que je lis comme ça que tous ces acteurs, moi je dirais gauchistes, tous ces acteurs, tous ces auteurs, moi je dirais gauchistes, ils ont peur de l'agir, des choses faites, je le dis de manière provocative, des choses faites où la communauté sera instituée, agir. Ça veut dire, je crois qu'il reste au non-agir, à ce fameux rien faire. Vous le dites vous-même, c'est Blanchot dit. Blanchot, dans la communauté inavouable, page 47, parce que ce non-agir est l'un des traits du désœuvrement, et l'amitié est la forme de la communauté désœuvrée sur laquelle Jean-Luc Nancy nous a appelés à réfléchir, sans qu'il soit permis de nous y arrêter. Qu'est-ce qu'il dit Blanchot? Très bien, Nancy a écrit un bouquin, mais vous me permettez qu'il nous soit permis de ne m'arrêter pas. Vous me permettez aussi, et cette prière s'adresse surtout à Jean-Luc Nancy, que je ne m'arrête pas à ce que lui-même veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je comprends ce que Jean-Luc Nancy veut dire, c'est pas évident. Mais, dans les chroniques philosophiques, page 62, Jean-Luc Nancy dit ceci: comme on le sait, la dialectique hegélienne a représenté le moment que l'on pourrait dire de plein emploi de la négativité. Je dis de plein emploi en passant à l'expression créée par Bataille d'une négativité sans emploi. Et sur le moment, je précipite, et je crois qu'il y a un grand absent dans ce débat, c'est Alexandre Kojève, où c'est lui qui a parlé de ne rien faire. C'est la fin de l'histoire, selon lui, selon l'interprétation qu'il a donnée de la phénoménologie de l'esprit. Il voit Napoléon comme la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est le commencement de l'établissement de l'État homogène et universel, où ce sera, comment dirais-je, la victoire de l'État socialiste, selon lui, où les gens seront satisfaits, et le sage, ce n'est pas le philosophe, le sage qui exprime cet idéal de l'État homogène et universel, n'agit pas. N'agit pas. Quand Bataille il a fait une conférence, vous vous rappelez, vous savez ça, n'est-ce pas? Il a fait une conférence au collège de philosophie et Bataille, et nous connaissons la réaction de Bataille. C'est le 6 décembre 1937. Bataille écrivit une lettre où il oppose sa vie à la disparition de la négativité historique, c'est-à-dire de l'action prophétisée par le sage. Un fragment de cette lettre de Bataille:
mon expérience Bataille s'adresse à Kojève. Mon expérience vécue avec beaucoup de soucis m'a conduit à penser que je n'avais plus rien à faire. Si l'action, le faire, est comme dit Hegel, la négativité, la question se pose alors de savoir si la négativité de tu n'as plus rien à faire, c'est le nom Azir, disparaît ou subsiste à l'état de la négativité sans emploi. Je crois que Jean-Luc Nancy, Blanchot, vous êtes des héritiers de cette phrase Bataille. Quelle est votre réaction à cette phrase? Non. C'est ça ma question. C'est ça. Non, non. La question. Exactement. Je voudrais que vous répondiez à cela. Je fais une interprétation erronée. J'ai dit que derrière c'est vraiment. Je vais interrompre si vous voulez réagir tout de suite. Oui, oui. Oui, parce que. Non. Alors, non, je ne crois pas. Non, mais c'est très compliqué, mais c'est parce que c'est très juste aussi. D'abord, c'est très juste de dire c'est gauchiste. Pourquoi c'est juste? Non, c'est très juste parce que, je dirais, en effet, on a tous été, et peut-être, et alors, ceux qui restent, on est peut-être, je ne sais pas, gauchiste, mais gauchiste veut dire quoi? En l'occurrence, ça ne veut rien dire qu'on puisse même étiqueter, c'est-à-dire on n'est même plus trotskiste, on n'est plus. Alors, maoïste aussi, il y a un maoïste en France, c'est Badiou, mais le léniniste maoïste, c'est le seul qui est un gauchisme, je dirais, déterminé et figuré. Bon. Mais gauchisme, ça veut dire aussi tout ce qui est resté d'un communisme devenu complètement impossible, non seulement par la réalisation de ce qui s'est appelé le communisme réel, mais aussi parce que le communisme non réel, ils ont pensé, un concept ou un idéal du communisme est aussi resté comme ça, inconsistant, ou allant jusqu'à sa définition par Blanchot, qu'il avait déjà donné avant, que je crois il répète dans la communauté inavouable, le communisme, ce qui se retire de toute communauté instituée. Donc, en effet, on est tous devenus, si je peux dire, gauchistes de cette manière-là, c'est-à-dire privés. C'est pas un choix positif, c'est un gauchisme par défaut. C'est privé de tout moyen de définir une action politique proprement dite, sauf ce à quoi nous avons été condamnés, je dirais presque depuis si longtemps maintenant, c'est-à-dire faire des déclarations, faire des pétitions, défiler, faire des manifestations, écrire des textes, dire des choses, mais jamais entrer dans ce qui jusqu'ici avait été en effet un agir politique. Alors le dernier agir politique, proprement politique, c'est voter. Et justement, le gauchisme en France, au moins aujourd'hui, pas seulement se partage entre voter quand même ou ne pas voter. C'est un peu la limite, c'est-à-dire, si on dit, moi-même, je dirais, je passe mon temps à ne pas savoir. Finalement, le plus souvent, je vais voter. Mais je vais voter comme un zombie, en pensant tout le temps que je ne sais pas ce que je fais, que c'est un geste comme ça, complètement. Je pourrais faire autre chose. Bon, alors. Donc, j'accepte l'épithète gauchiste, mais je nous en défends, si je peux dire, parce que
Ça vient de là, ça vient de circonstances dans lesquelles, alors à la limite, on peut même finir par ne plus être gauchiste, mais il y a une chose qui demeure, et c'est que c'est quand même pas la même chose que de penser qu'il y a un certain ordre naturel qu'il faut justement laisser fonctionner. Alors c'est ça, laisser agir. Si c'est laisser agir parce que c'est un ordre comme ça donné qui va fonctionner, ça s'appelle le libéralisme. Bon. Et donc, il y a une différence entre non-agir en tant que libéral et non-agir parce qu'on est là et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire sérieusement? Quand j'étais très jeune, mais après la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire après la fin du dernier moment, mais qui était un peu, pour quelqu'un comme moi, le premier aussi, d'une action politique. Toute la guerre d'Algérie, c'était d'une certaine façon une grande richesse d'action. C'était tous les jours, pendant des années, on faisait des choses. Après, il y avait encore des choses à faire, mais c'était un peu plus à distance pour un Français. Bon, et puis peu à peu, il n'y avait plus rien à faire. Parce que le 68 a été un peu le point d'orgue de ce moment-là. Alors, donc je peux accepter tout ça. La négativité sans emploi. Hein? Quand je dis que les non-agir, c'est la suite de la négativité sans emploi. Ah non, mais parce qu'alors pour moi, non, mais alors pas du tout, parce que je dirais jamais je n'ai pris la négativité sans emploi de Bataille comme une sorte de, je ne sais pas comment dire, comme ayant une portée politique. Et chez Bataille, elle n'est pas non plus politique. Bataille, il est passé justement par la déception de l'impossibilité d'arriver à concevoir et à pratiquer une action politique qui eût été ni celle du fascisme, dont il avait pourtant éprouvé en même temps qu'il y avait dans ce qu'il dit dans la structure psychologique du fascisme. C'est-à-dire qu'il y avait là une ressource de force et d'affectivité qu'il a essayé, lui, de retrouver par alors l'idée de société secrète acéphale et l'idée du sacrifice. C'est précisément à ça que Blanchot se rattache dans la première partie de la communauté inavouable. Et je crois, c'est comme ça en tout cas que j'ai analysé, que Blanchot, comprenant évidemment que l'idée bataillenne d'un sacrifice humain pour refonder une communauté est une pure absurdité, voilà, du coup c'est pas du gauchisme, c'est quoi? Je ne dis pas que bataille gauchiste, je ne dis pas ça. Non, Je n'ai pas osé à dire ça. Oui. Non, mais c'est la folie, c'est oui. tout. Bon. Et c'est ça. Et alors Blanchot, je pense qu'il est dans la communauté inavouable, il reprend le fil du sacrifice pour le convertir dans celui d'un certain abandon. C'est le mot abandon qui devient important là chez lui. Et d'ailleurs, il cite aussi un autre texte de moi où il y a le mot abandon. Et il le fait passer dans le récit de Duras. Et alors, là j'en reviens à la question d'un certain agir. Parce qu'il y a bien quelque chose qui est fait chez Blanchot et chez Bataille. Et cette chose, pardon, ce qui est fait d'abord c'est l'amour. Le couple de Duras fait l'amour et les amants de Bataille, par définition, ils font l'amour. Or, de faire l'amour, il est, je pense, très présent comme ça, entre les lignes de Blanchot comme œuvre. Parce que, je crois que je l'écris aussi ça, quand on est
catholique de forme d'éducation, un peu comme Blanchot, on a appris que faire l'amour, ça s'appelle l'œuvre de chair. Et quand on a récité le catéchisme, quand on a récité les 10 commandements dans la version en vers de Mirliton qui a été composée en France, hein, je crois, au XVIe siècle, quelque chose comme ça, eh bien, là-dedans, il y a l'œuvre de chair ne commettra qu'en mariage seulement. L'œuvre de chair. Et pour un petit catholique, il faut voir, c'est que chair est associé à œuvre. Et comme, je ne sais pas, pour un enfant qui est au catéchisme, un enfant de 6 ans, ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, œuvre de chair. Et il finit par l'apprendre. Hein. Et quand il a appris, le mot œuvre devient un mot extrêmement sexuel. Moi, je fais le pari que dans la communauté inavouable, il y a quelque chose comme ça. Or, il dit que la femme de Duras a fait son œuvre. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de la femme de Duras dans le récit de Duras? C'est de jouir. Ce qui est très remarquable d'ailleurs, c'est que, bon, mais là on ne peut pas rentrer dans tous les détails, c'est que Blanchot saute quand même les 2 ou 3 pages de Duras qui sont la description précise de la jouissance de la femme que l'homme regarde. Et là-dessus, on pourrait réengager pour toute une discussion sur ce que Blanchot fait avec le texte de Duras. Bon, alors, il y a l'amour qu'on fait, mais d'autre part, et je pense que c'est toujours un double, sans doute, de faire l'amour, il y a la littérature. Parce que le récit de Duras, c'est un récit. Et on pourrait dire les amants, peut-être, les craintes des amants et le faire l'amour en général. Peut-être que c'est toujours un récit. Peut-être que ça n'est présentable, abordable, que par un récit. Comme récit. Et donc, mon soupçon, je ne dis pas soupçon au sens critique du terme, c'est que le faire de Blanchot, c'est le faire de la littérature écrivant un récit qui est le récit, justement, du faire l'amour en tant que le faire l'amour est lui-même une œuvre qui se désœuvre. Voilà. Mais là où je rejoindrai, une fois ce détour fait, je rejoins complètement la conclusion que tout ça nous met quand même devant un non-agir politique. Mais alors la question c'est, que veut dire les conséquences politiques astreignantes? Vous permettez Non, j'abandonne le texte. Maintenant, c'est moi qui pose la question. J'abandonne le texte. C'est la surprise, vous êtes surpris. Moi, je ne savais pas que la deuxième partie du livre de Blanchot, La communauté des amants, était un article publié, adressé à... c'est pas votre livre que j'ai appris moi ça. Non plus, je ne le savais pas comme je... Moi aussi, je suis surpris comme vous-même. Et sur ce point-ci, pour des raisons politiques, qu'est-ce que ça veut dire politique? C'est grave, n'est-ce pas? Pour des raisons politiques, je prends ma distance de votre réaction en tant que lecture. Pourquoi? Vraiment pourquoi? Dans un texte déjà publié qui se réfère à la maladie de la mort de Duras, nous avons des intertitres qui n'arrivent pas. Vous dites, il y a des intertitres. Alors je lis. Premier intertitre. C'est le premier intertitre. Je demande, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu le texte, la première publication du texte. Est-ce qu'il y avait le premier intertitre dans la communauté des amants, la deuxième partie, c'est quoi? C'est mai 68. Quel est le rapport de mai 68? Pas du tout, parce que le texte... je le dis, le texte commence... C'est ajouté, vraiment c'est ça que je dis. Moi, je lis ce texte, c'est parti pris, hein.
c'était parti pris de ma lecture. Je ne parle pas ni de littérature, et je dis, mon Dieu, c'est mai 68 ont été titres présence du peuple. Présence du peuple. Ou bien il fallait l'attendre, présence du peuple, il y avait déjà abus dans le recours de chez mon complaisant, c'est l'intertitre. Ou bien il fallait l'attendre, non comme l'ensemble des forces sociales, c'est de la politique qui parle, c'est pas la littérature. Prête, il fallait l'attendre, non comme l'ensemble des forces sociales prêtes à décision politique particulière, mais dans son refus instinctif d'assumer aucun pouvoir. Voilà le mot de mon exposé. Dans son refus instinctif d'assumer aucun pouvoir, dans sa méfiance absolue à se confondre avec un pouvoir auquel il se déléguerait, donc dans sa, en Italie, déclaration d'impuissance. D'impuissance au sens, la puissance au sens fort du terme, je suis fort, pas la puissance, impuissance, déclaration, non, déclaration d'impuissance. Je ne dépasse pas la puissance à l'agir. À l'agir. Je suis dans la rue, comment? Dans ma déclaration de puissance. L'autre phrase, le deuxième paragraphe. Présence du peuple dans sa puissance sans limite. Vous citez cette phrase dans la communauté des avoués. Présence du peuple dans sa puissance sans limite qui, pour ne pas se limiter, accepte de, italique, ne rien faire. C'est ça le non-agir politique, je dirais, au sens de ce peuple-là de mai 68 ne veut pas devenir, ne va passer de la puissance à l'agir politique et devenir une communauté instituée. Puissance suprême. Je finis en disant que, ça c'est... Je ne savais pas si je pourrais aborder cette phrase, parce qu'il y a aussi, pourquoi je fais ça, mais vous me permettez, c'est ça. Le monde des amants, il y a assurément un abîme que nulle super-série de rhétorique ne peut supprimer entre la puissance impuissante de ce qu'on ne peut nommer autrement que par les mots si faciles à méconnaître. Le peuple. Le peuple. La puissance est puissante. Ne pas traduire par Volk en allemand, n'est-ce pas, Völkisch nazi, et l'étrangeté de cette société antisociale ou de l'association toujours prête à se dissocier que forment des amis de couple. Voilà, dans ce paragraphe, nous avons la communauté du peuple, la communauté non instituée du peuple de mai 68 et l'association toujours prête à se dissocier que forment les amis et le couple, les amants. Pourtant, certains traits les distinguent qui les rapprochent. La communauté des amants de côté et la communauté non instituée du peuple de mai 68. Le peuple, surtout si on l'évite de le sacraliser, n'est pas l'État. Pas plus qu'il n'est la société en personne, avec ses fonctions, ses lois, ses déterminations, ses exigences, qui constituent sa finalité la plus propre. Inerte, c'est là la phrase qui m'intéresse, inerte, immobile, moins le rassemblement que la dispersion. C'est pas le rassemblement du peuple, c'est la dispersion, que la dispersion toujours imminente, une dispersion toujours imminente d'une présence occupant momentanément tout l'espace et toutefois sans lieu, utopie, une sorte de messianisme n'annonçant rien que son autonomie et son désœuvrement, à condition qu'on laisse à elle-même blablabla. Ainsi, ça c'est la phrase que vous avez citée. Je finis cette longue citation. Ainsi est le peuple des hommes, qu'il est loisible de considérer comme le succédané abattardi du peuple de Dieu, parenthèse, assez semblable à ce qu'aurait pu être le rassemblement des enfants d'Israël en vue de l'Exode. Ils sont prêts à se disperser, c'est ça, hein? Si en même temps ils s'étaient réunis en oubliant de partir.
Mon interprétation, c'est que ce peuple de mai 68, comme c'est une hypothèse, comme le peuple d'Israël à Égypte s'est réuni, se rassemble pour l'exode, pour se disperser. Non, pas pour se disperser. Non, non. Non, Ah, non, non. Là, sur ce point, non, non. Ouais. Non, non. Ça veut dire- Je sais, il y a une... C'est pas pour se disperser, C'est ça. pour devenir le peuple, pour s'instituer au contraire. C'est ça qu'il veut dire. Dans cette imagination qui est en même C'est temps, bien. je trouve, absolument ahurissante. Il fallait pour faire ça, moi je voudrais vous proposer, pas pour dialoguer, c'est pour voir votre réaction. Mon interprétation, c'est le peuple de mai 68 et le peuple des gens. Pourquoi il dit comme le succès d'année abattardi du peuple de Dieu? Vous avez raison, assez abattardi du peuple de Dieu, parenthèse, assez semblable à ce qu'aurait pu être le rassemblement des enfants d'Israël en vue de l'Exode, et vous avez là raison, c'est la difficulté d'interprétation, si en même temps ils s'étaient réunis en oubliant de partir. Mon interprétation est que ce peuple-là, de 1968, et ce peuple abattardi, les Israéliens en Égypte se réunissent pour partir, mais ils sont inertes, immobiles, Ils oublient. ils oublient de partir. Moi, c'est une proposition, c'est une interprétation aberrante, mais je dis quoi? Tous ces peuples-là sont en puissance, inertes, et résidant dans l'impuissance, dans une puissance impuissante, pour ne pas, c'est ça le problème, je crois, de Blanchot, je ne dis pas de vous, hein. Pour moi, le problème de Blanchot est que moi, je participe au mai 68, je crois, la révolution, en majuscule écrit la révolution. C'est pas la révolte, hein. C'est la révolution. Mai 68, c'est la révolution. Mais, loin de moi, ce peuple, je voudrais pas que ce peuple devienne une communauté instituée. J'ai fait une interprétation difficile à avaler, ça c'est vrai, mais je vais insister sur un point que lui-même, Blanchot, quand même il associe la communauté non instituée de peuples inertes avec la société antisociale de la communauté des amants. C'est mon petit problème, et je dois finir parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. Non mais attends, parce que... Non mais ce que je ne comprends pas, c'est parce que tu as dit de discuter mon interprétation. Mais pas du tout, on est entièrement d'accord. Sauf que moi, c'est vrai, dans ma lecture de Blanchot, j'ai beaucoup moins mis l'accent là-dessus, peut-être même pas du tout. D'abord parce que j'ai pas eu Kojève en tête, j'ai pas eu tellement cette affaire du non-agir. Parce que moi je continue dans le texte, je vais vers le noyau du texte qui est le rapport des amants. Or, le rapport des amants est ce qui donne la clé quand même, et la vérité du rassemblement du peuple qui en même temps oublie de partir. La clé, c'est l'homme et la femme de Duras, l'homme qui ne jouit pas, qui ne peut pas jouir, et Blanchot dit cette jouissance à laquelle il n'a pas de part, bien que en même temps il donne la jouissance à la femme. Et Blanchot en même temps ne s'arrête pas trop, à mon avis pas assez, de manière peut-être pas très précise par rapport au texte de Duras, mais peu importe. Ce qui importe à Blanchot, c'est que la communauté des amants, c'est une communauté dans laquelle la femme, de manière assez lacanienne, si on veut, donc la femme, ça ne veut pas forcément dire mais disons, le féminin, jouit. Et qu'est-ce que ça veut dire jouir? Ça veut dire être dans l'expérience d'un sujet qui est absent à sa propre expérience. Et c'est à peu près ça qu'il dit aussi là-dedans. Bon, donc la communauté du peuple devrait être une expérience de ce genre, de la communauté entre cet homme
qui ne jouit pas, cette femme qui jouit. Et curieusement, encore une fois, Blanchot ne dit rien du fait que l'homme, quand même, il regarde cette jouissance, donc il la contemple, il la voit. Mais laissons tout ça de côté. Donc, entre un homme et une femme qui, elle, jouit et qui disparaît. Et qui, à ce moment-là, est comparé au Christ. Donc, au Christ, qui, lui aussi, a donné son corps, ensuite a disparu. Et là, l'analogie avec tout l'épisode christique est extrêmement précise chez Blanchot. La femme disparaît comme le Christ a disparu. Une fois que tout est consommé, dit Blanchot, citant pratiquement l'Évangile. Et ensuite, allusion aux pèlerins d'Emmaüs qui n'ont reconnu le Christ qu'une fois qu'il était parti. Donc, en fait, la communauté a lieu pas seulement dans l'inertie et le non-agir, d'accord, on peut très bien combiner les deux, mais dans une inertie qui est en même temps, alors ça, c'est pas évoqué par le peuple qui oublie de partir, mais une inertie qui est l'homme devant la femme qui, elle, en même temps, entre dans l'expérience qui est, on ne sait pas, celle de la communauté et qui aussitôt s'absente là-dedans. Voilà. Et c'est quand même de ça que Blanchot fait le fondement de la communauté inavouable. Alors ça, d'une certaine façon, je dirais ça aggrave encore le principe de non-agir, ça aggrave même l'impuissance, parce qu'il faut voir que l'impuissance, justement, il faut la comprendre aussi comme sexuelle. Dans le récit de Duras, il n'est pas dit que l'homme soit impuissant proprement, mais il se comporte, il ne peut pas, en tout cas il ne peut pas jouir, alors peut-être parce qu'il est impuissant, ou peut-être parce qu'il est homosexuel, il ne peut pas jouir avec une femme, et l'homosexualité, je l'ai dit déjà ce matin, joue un rôle important dans le livre de Blanchot. Donc le résultat c'est le même, hein, c'est exactement le même quand on est sur le non-agir, mais au profit d'une sorte de suraction qui est quoi? Alors, qui n'est pas l'action sexuelle, je dirais, pour elle-même, parce que ça n'aurait pas de sens, mais qui est le récit littéraire de cette action sexuelle. Je parle pas le temps est passé, c'est... Alors, j'ai pas fini mon texte, j'avais d'autres choses pour donner la parole aux autres. Je vous remercie infiniment. Peut-être je dirais un mot pour ceux qui n'ont pas lu tous ces textes qu'on a lus, c'est que j'imagine qu'un débat comme le nôtre peut paraître extrêmement, je ne sais pas comment dire, ésotérique et complètement tordu, compliqué, mais c'est vraiment pas notre faute. Hein. C'est-à-dire que Blanchot a fabriqué cette espèce de labyrinthe d'où on ne sort pas.